Ah, oui. Ok, allez, bonsoir messieurs. Paracha Vayechi, paracha, dernière paracha du Sefer Bereshit, c'est euh, un monument dans le sens où c'est la, la fin de l'épopée, disons, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, et ça va être le début, dans paracha la semaine prochaine si Dieu veut, Shemot, où on est le début de la galoute égyptienne. Enfin, on va voir si c'est vraiment le début ou pas. Première question. Vaïchri Yaakov Beretz Mitzrayim, Sheva Esri Shana, Vaïhi Yimei Yaakov Sheni Chayav, Sheva Shani Ve'arbaim Umet Shana. Et c'était, donc Yaakov, il est venu en Égypte, il a vécu en Égypte 17 ans, et ses années c'était 137 ans, 147 ans, pardon. Très bien. 147 ans, euh, il a, il a vécu donc 147 ans. Et il y a, quand vous regardez un Sefer Torah, vous avez peut-être pu vous apercevoir que la paracha, elle était ce qu'on appelle stuma. Elle était fermée. Donc, Rashi, il demande pourquoi la paracha est fermée. Paracha fermée, c'est-à-dire que le dernier mot de la paracha de la semaine dernière, donc de la paracha Vayegash, il y a un blanc, juste un petit blanc qui sépare deux mots, et on passe à Vayechi. Donc, il y a entre les deux parachutes, il y a juste un blanc, le blanc qui est entre deux mots. Alors que d'habitude, il y a toute on passe deux, trois lignes blanches, et ensuite, c'est un nouveau paragraphe, parce que c'est une nouvelle paracha. Là, on ne voit pas. Quand il faut connaître la paracha pour reconnaître le début de la paracha. Vayechi, elle a commencé au bon endroit. Donc, pourquoi c'est Stouma? Pourquoi c'est une paracha dite Stouma? Parce que, nous dit Rachid, Lama paracha zo Stouma, donc je cite Rachid, les filles chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, à partir du moment où il est mort, Yaakov Avinu, eh bien, Nistemo Enehem, les, les yeux des Bnei Israël, Vélibam, et leur cœur, chez l'Israël du peuple juif, quand ils se sont fermés, Nistemo. Pourquoi? Mitzarat Shibut Sheitchilu Leovdam. À cause du début de l'asservissement, qu'ils ont commencé à être asservis. Donc, à la mort de Yaakov, on a une début d'asservissement, d'accord? Début d'asservissement des bénis d'Israël. C'est pour ça que la paracha est Stouma. On est clair? Oui, très bien. Paracha Vaera. Donc, pour la paracha de la semaine prochaine, c'est Shemot, et après, il y a une paracha de la semaine d'après, c'est Vaera. Là-bas, on est déjà dans le vif du sujet, puisque dans Vaera, il y aura déjà 7 plaies, d'accord? Et à un moment, on va énoncer la, 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 la liste des tribus paternelles, Réhouven, Shimon, Lévi. Et pour Lévi, on va donner son âge. Juste à lui, Lévi. Et son âge, ça va être de 137 ans. Très bien. 137 ans. Lévi, 137 ans. Et on donne que l'âge de Lévi. On donne que l'âge de Lévi. Alors on te pose la question, pourquoi tu donnes que l'âge de Lévi? Alors il dit comme ça, Rachid, lama nimnu shemotav shem Lévi. Shenotav shem Lévi. Pourquoi tu donnes les années de Lévi? Donc beaucoup plus tard. Léodia kama yeme hashibud. Pour savoir combien ça a duré le temps du shibud, le temps de l'asservissement. Pourquoi? Chez Kolzman, chez Echad Minashvatim, c'est que tout le temps qu'il y avait un des membres de la tribu qui aime,
qui étaient vivants, un membre de la tribu, donc Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Bashan, Ephraim, Ménaché, d'accord? Loaya Shiboud, le Shiboud n'avait pas commencé. Le Shiboud a commencé quoi? Que lorsqu'ils sont tous morts. Chez Neymar, comme ça va être dit au début de la paracha Shemot, Vayamot Yosef vechol echav, il est mort Yosef et tous ses frères, vacharechen, et après ça, Vayakom Melech Hadash. Il y a un nouveau roi qui s'est levé, Vélévi arich yamim al kulam, et Lévi c'était le plus vieux. C'est lui qui a vécu le plus vieux. Par rapport à son âge, c'est-à-dire qu'il est mort le dernier. Comme il était Reuven, Shimon, Lévi, il était le troisième, donc on imagine qu'il est mort le plus vieux. Donc là, on a un problème de compréhension. Pourquoi? Parce que quand Yaakov est mort, tous ses fils étaient vivants. Et on dit que quand Yaakov est mort, a commencé le shiboud, a commencé l'asservissement. C'est pour ça que les parachutes, elles sont collées. On a dit, premier Rashi de la paracha, de chez nous, de Vayechi. Maintenant, tu regardes que les années passent, des dizaines d'années sont passées. Je crois que j'avais fait le calcul, je crois que c'est 74 ans plus tard. Lévi meurt. Et on dit, pourquoi Lévi, tu lui dis son âge? Alors que les autres, Réhouven, Shimon, tout ça, tu n'as pas dit leur âge, on ne sait pas à quel âge ils sont bien. Parce que Lévi, c'est le dernier des frères qui est mort. Et dans la paracha Shemot, qui est entre Vaïri et Vaïra, on dit, Yosef, Vaïamot, qui sont morts, Yosef et Kol Echav. Yosef et tous ses frères. Et donc, il fallait que les frères meurent pour commencer le Shibout. Mais c'est 74 ans avant la mort de, après, pardon, la mort de Yaakov. Donc, et tu m'as dit que la mort de Yaakov, c'était le début du Shibout, le début de l'esclavage. Donc, l'esclavage a débuté à la mort de Yaakov ou il a débuté à la mort de Lévi? Première question. Elle est claire? Très bien. Deuxième question, dans la paracha, on va voir que, on va voir que quoi? Que Yaakov, il va bénir ses enfants. Il va bénir tous ses enfants. Et le pasteur qui va dire comme ça, hein. Donc, il va bénir les enfants à part. Avant de mourir, il bénit ses enfants. Et il va leur dire comme ça. Quand les shiftés Israël, les Shnei Massar, ils étaient 12. C'était bien 12, ils étaient unis, pas de problème. Et il les a bénis, va Chotam. Ish Asher Birkato, chacun sa bracha. Berachotam. Il les a bénis. Et donc là, il y a une première question. Ça veut dire quoi, hein, chacun sa bracha? Ça veut dire une bracha spécifique à chacun. Rachid nous explique, c'est la bracha que finalement, qui allait échoir, il a vu que ce qui allait leur arriver, il les a bénis en fonction de ce qui allait leur arriver, chacun d'eux. Donc, en quoi c'est une bracha? Une bracha, c'est je te souhaite de faire quelque chose. Je te souhaite pas de faire ce que finalement, je vois que tu fais, que tu vas faire. Vous comprenez? Une bracha, c'est quoi? C'est je fais une bracha pour que tu deviennes quelqu'un, pour que tu sois quelqu'un, que tu réalises quelque chose. Mais te faire une bracha qui existe déjà, puisque je vois que tu vas le réaliser, c'est quoi? En quoi c'est? C'est bien, c'est très très important. Vous comprenez la question? Imaginez, j'ai Roi HaKodesh. Je te dis, Antoine, tu sais quoi? Eh bien, je te fais la bracha que tu sois un grand Talmid Chacham. Et je vois, de toute façon, tu vas devenir un grand Talmid Chacham. Donc, c'est quoi cette bracha?
fais lui bracha d'autres choses, quelque chose que tu ne vois pas. Très bien. Troisième question. Troisième question. Tout le monde connaît, mais je vais le répéter. On remonte au début de la paracha. Yosef, il vient avec ses enfants, Ephraim et Ménaché. Ménaché, c'est l'aîné. Ephraim, c'est le cadet. Alors maintenant, Yosef, il veut que son père, il bénisse l'aîné, un petit peu avant le cadet. Alors pourquoi avant? Pas avant, en même temps, mais il veut que la main droite de Yaakov soit sur la tête de l'aîné et la main gauche de Yaakov sur la tête du cadet. On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait Yosef? La droite de Yosef, c'est la gauche de Yaakov. La gauche de Yosef, c'est la droite de Yaakov, puisque ils font face à face. Donc il intervertit, normalement le fils aîné, il est à la droite de son père. Le fils cadet, il est à la gauche de son père. Maintenant, comme ils veulent que Yaakov bénisse l'aîné avec sa main droite, alors il change. Yosef met l'aîné à sa gauche à lui, le cadet à sa droite à lui, pour que l'aîné qui est à la gauche de Yosef soit à la droite de Yaakov. On est clair? Très bien. Seulement, il y a un événement incroyable. Yaakov, il fait comme ça. C'est-à-dire que il va pas mettre la main sur celui qu'on présente à la droite, c'est-à-dire l'aîné, il va mettre la main sur la tête, la main droite sur celle du cadet, et la main gauche sur l'aîné. Yosef, ça lui plaît pas tellement. Il prie que ça lui plaît pas. Il va soulever délicatement la main de son père et la remettre comme ça. Son père lui a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Et il va remettre les mains comme ça. Pour la petite histoire, on avait vu l'année dernière que dans ce dialogue qui est entre les deux, il y a 37 mots. On pourrait compter. Normalement, un enfant qui est méritant, il vit aussi longtemps que son père. Yaakov, il a vécu 147 ans. Donc, Yosef devait vivre 147 ans. Maintenant, il y a 37 mots dans le fait qu'il y a marqué que Yosef, il a pris ses mains doucement, il a mis sa main délicatement sous la main de son père et il a replacé, sans l'autorisation de son père, les mains comme ceci. Et son père, il a dit comme ça. Dans le dialogue, il y a 37 mots. Et donc, Yosef, il va vivre 37 ans au moins. Et donc, il va vivre 110 ans, au lieu de 147. D'accord? Yaakov lui-même, il devait vivre comme il devait vivre 180 ans. D'accord? Comme Yitzhak. Yitzhak, il a vécu 180 ans. Abraham, il a vécu 175 parce qu'on lui a enlevé 5 ans pour pas qu'il voit Esav fauter. Son petit-fils fauter. Donc, on lui a enlevé 5 ans pour qu'il voit pas ça. Une petite parenthèse, c'est que les morts là-haut, ils voient ce qui se passe. Alors, je comprends pas. Il va voir. Seule chose, c'est que là-haut, on voit tout le déroulement du début jusqu'à la fin. Quand on voit quelque chose qui se passe mal ici, ça se passe mal. On ne voit pas le reste. Nous, on est comme des enfants que quoi, hein, que le papa, il est méchant, il nous amène chez un monsieur qui a une grande piqûre, il nous fait mal, on était bien, il nous fait mal. Et le lendemain, on a même un peu de fièvre, on reste au lit, on n'a pas faim, on a mal à la gorge.
Et c'est quoi? Ça s'appelle un vaccin. Mais si on zoome sur ça, on ne comprend pas. Quand on est grand, alors on comprend. La même chose. Vraiment l'enlever pour pas qu'il souffre de la l'ignominie, on va dire, de Esav. On lui enlève 5 ans. Et là-haut, il voit quoi? Que finalement, tout est bien, qui finit bien. Ça s'appelle En Od Milbado, Akol Letova. D'accord? Parenthèse. Et donc, il devait vivre 180 ans, on a enlevé 5 ans. Et Yitzhak, il a été parfait, 180 ans, c'est bon. Yaakov, dans la paracha qu'on a lu la semaine dernière, Shabbat dernier, il a dit à Pharaon, il s'est plaint. Mes années, elles sont courtes et ceci et cela. Ah, tu t'es plaint? Dialogue, 33 mots. 180 moins 33, 147. Vayechi Yaakov, il a vécu Yaakov 147 ans. Donc, se plaindre, Kibud Avaim, tout ça, faut faire attention. Je ferme la parenthèse. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ses mains comme ça. Yaakov, il aurait pu dire, au lieu de faire notre stratagème, ses mains comme ça, il dit simplement à Ephraïm et Ménaché, changez de place. Mets-toi là, s'il te plaît, prends la place de ton frère, et toi, mets-toi là, voilà, c'est bien, c'est très bien, les enfants. Mets-toi là. Et pourquoi il ne ferait pas ça? C'est encore une question. Troisième question, quatrième question et dernière question. Bracha de Issachar. C'est marqué comme ça. La bracha de Issachar. Très, très étonnant. Vaillard, il a vu Menucha Kitov. Issachar, il a vu que c'est Yaakov qui le bénit. Donc tu vas voir que le repos, c'est bien. Ben, il fait bien froid, tu rentres à la maison, il fait bien chaud, tu prends un bon bain, il te réchauffe, tu t'assois, cheminée, un petit thé. Euh, J'en vois beaucoup qui s'imaginent déjà, d'accord? Donc il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Vayet Shirmo. Il a baissé son épaule, c'est-à-dire qu'il a pris une charge sur lui. Je comprends pas. Tu dis, c'est top, le repos. Le repos, c'est top. Le repos, c'est top. Et finalement, qu'est-ce que tu dis? Allez, venez, on se met au boulot. Je comprends pas. C'est le, c'est le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Tu me dis, je vois que le Ménocha, c'est bien, le repos, il est clair, et c'est clair que c'est agréable. Et qu'est-ce qui se fait? Immédiatement, il se met au travail. Immédiatement, il se met au travail. C'est quoi cette histoire? Très bien. Alors, on va répéter un petit peu les questions. Première question, à partir de quand a commencé l'esclavage? Ben, la paracha de cette semaine dit pourquoi la paracha, elle est stouma, d'accord? Parce que elle, quand Yaakov est mort, eh ben, le cœur et les yeux des Béné Israël se sont fermés par l'esclavage qui commençait. Plusieurs dizaines d'années plus tard, c'est le dernier fils de Yaakov, le dernier frère de Yosef qui meurt. Yosef il meurt avant, ses autres frères aussi, et c'est le dernier, il s'appelle Lévi.
Et pourquoi on donne les années de sa vie à Lévi alors qu'on ne donne pas sur les autres frères, à part Yosef? Pour te dire que c'est à ce moment-là que l'esclavage a commencé. Mais tu m'as dit que c'était au moment de la mort de Yaakov, qui a lieu bien des années avant. Ça, c'est la première question. Donc, ça a commencé à la mort de Yaakov ou ça a commencé à la mort du dernier fils de Yaakov, Lévi? Très bien. Deuxième question, il y a marqué que Yaakov, il a donné la bénédiction spécifique à chacun. Il a vu chacun ce qu'il allait devenir, il lui a donné la bénédiction correspondante. C'est... Imagine, je sais pas moi, t'es, tu fais 1,80 m et je te fais la bracha que tu fasses 1,80 m. Bon, c'est étonnant. Troisième question, Yaakov, il refuse d'enlever la main sur la tête de Ephraïm. Mais pourquoi il leur dit pas de changer de place au lieu de croiser les mains? Et ensuite, Rav Shvadron, il pose la question suivante. Issachar, il a vu quoi? Issachar, il a vu, Issachar, il a vu que le repos était bon. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête, il baisse l'épaule et il commence à bosser. Allez, chargez-moi. Je comprends pas. Tu vois que c'est bon. Ah, les vacances, c'est top. Allez, venez, on se remet au boulot. Mais pour partir en vacances. Ben non, pas du tout. Pas de vacances, ça n'existe pas les vacances. On y va. Allez, on bosse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va d'abord répondre à la première question. Et ça, c'est important. Une fois, un enfant, il va en classe et le prof, il le regarde et il lui dit, t'as un bouton de ta chemise qui est ouvert. L'enfant, il répond au professeur, il dit, pourquoi vous ne me dites pas que, par contre, j'en ai 5 qui sont bien fermés? L'enfant, il a montré au prof que c'était pas un bon prof. C'est pas un bon prof. Mon prof, il veut dire, c'est bien, t'as fermé 5 boutons. Oh, tu peux faire mieux. Il y en a encore un qui est ouvert. C'est-à-dire que faut regarder le potentiel. Ça veut dire quoi que Yaakov, il les a bénis chacun selon sa bracha. Il a vu ce qui allait arriver. Et il leur a donné une bracha pour leur faire sortir leur potentiel encore plus. Toute la vie d'un homme, c'est quoi? Il y a un potentiel et il y a un résultat. Tu as un potentiel. Chacun il a un potentiel. Le but, c'est de sortir le maximum du potentiel. Donc lui, il a vu le potentiel qu'ils avaient. Donc il les a bénis dans le potentiel qu'ils avaient pour quelque chose qu'ils ressentent une positivité qui va faire qu'ils vont pouvoir le sortir, ça. C'est-à-dire que la parole est principalement celle des tzadikim, encore plus, elle est créatrice. Quand quelqu'un il veut que l'autre il progresse, alors lui, tu es capable. Et on y va. Tu as tout à fait les capacités, c'est bien. Je vois que tu vas le faire. Si tu plaques une identité, un qualificatif
sur quelqu'un, à plus forte raison sur tes enfants, ou sur des enfants quand ils sont jeunes. Alors, bon, ben, je suis bête, moi. T'es bête. C'est tout bête de dire t'es bête. Mais c'est une catastrophe. Parce que la personne, je vais se dire, bah, je suis bête, c'est vrai. Je suis bête. Je connais des gens comme ça, hein, 50 ans. Je... Enfin, moi, j'ai jamais compris grand-chose. Là, tu remontes, t'as pas besoin d'être psychanalyste. Tu remontes, tu remontes, tu remontes. Bon, les parents, ils n'ont jamais encouragé, ils n'ont jamais dit, ils ont montré que les défauts, ça y est, c'est clair, net, précis. Comment vous savez, hein? Oh, bah non, bah, tu dis la Torah, tu vois, tu comprendras mieux les jeunes. Et lui, c'est évidemment pas ce que fait Yaakov, il fait le contraire. Il a béni chacun suivant sa bracha, suivant son potentiel. C'est quoi la bracha? C'est d'abord, qu'est-ce que Hachem il t'a donné des choses bien? Il t'a donné des choses moins bien. Quand quelqu'un il regarde ce qu'il a l'autre, à un moment, si j'avais été comme l'autre, et arrête. Parce que lui aussi, il te dit, ah, comme l'autre. Chacun est comme ça. Chacun, c'est bon. Moi, j'étais au collège et j'avais une société informatique et c'était très, très dur. Et à un moment, j'ai levé la tête et j'ai vu un copain à moi, un très, très bon ami, qui est dentiste. Et je le regarde, je me dis, j'aurais dû faire dentiste, quoi. Et à ce moment-là, il lève sa tête, pourtant il était au bout du Beth Midrash. Il lève sa tête, il me regarde, et on se regarde comme ça. Et on se fait un petit sourire, et on se remet à étudier. À la fin du CDR, il y avait Mincha, après Mincha, c'est un bon ami. Pourquoi on discute et tout. Il m'a dit, Causez, c'est que tu m'as regardé comme ça, j'ai senti que tu me regardais comme ça, j'ai regardé et tout. Mais toi aussi, t'es resté aussi à me regarder. Alors moi, je lui dis, c'est ce que je vais te dire la vérité. C'est qu'en ce moment, c'est dur, c'est quand même dur comme métier et tout. Je me dis, j'ai dû faire comme Gilou, il s'appelle Gilou. J'ai dû faire comme Gilou, j'aurais dû faire des dentistes et tout. Je dis, tu sais quoi, je pensais? Quand je t'ai regardé, j'ai dit, c'est tellement dur, dentiste, là. Et, j'aurais dû faire comme Mickaël, j'aurais fait informatique. Donc, faut jamais faire ce qu'on a fait. Bon, c'est mignon, mais parfois, c'est d'autres choses. Si j'avais été plus intelligent, si j'avais été moins ceci et cela, donc après, c'est plus structurel. Et c'est pas seulement ça, mais c'est pas ça qu'il faut faire. T'es dans une situation, t'as tes capacités, t'as tes qualités que lui n'a pas, t'as des défauts que lui n'a pas, lui a des qualités que tu n'as pas, il a des défauts que tu n'as pas. C'est ça que Jacob, il va nous expliquer. Chacun suivant sa bracha. Chacun, il peut aller au maximum de de ce qu'il doit obtenir de lui-même. Tout le monde n'est pas le number one. Par contre, tout le monde, moi, je n'ai pas le number one. Pas le meilleur euh, Tarshan, orateur, ce que tu veux. Par contre, j'ai le devoir d'être le meilleur orateur en tant que Michael Sello, de ce que Michael Sello peut obtenir. Mais pas le meilleur orateur de. Ah, non, ça, je sais pas. C'est pas ça. Donc, même si tu dis, bah, c'est pas terrible, ouais, peut-être c'est son potentiel maximum. Donc, ton potentiel maximum, il faut que tu y arrives. Tu dois être le meilleur de toi. Tu dois obtenir le meilleur de toi, par rapport à l'autre. Pourquoi tu te compares? Tu vas au bout, puis après, tu seras à la limite. Et souvent, les gens, ils se limitent. Le- la limite d'un homme, c'est celle qui se donne. La limite d'un homme, c'est la limite qu'il se donne à lui-même. Les limites, elles sont très loin. Un homme, il peut. Combien de personnes ils ont dit, je vais aller jusqu'au bout et on verra bien. Et puis, j'aurais jamais pensé que je puisse y arriver. J'ai été jusqu'au bout. Dans ma tête, j'ai fait pour y arriver. Mais j'aurais jamais pensé que je puisse y arriver et j'y suis arrivé.
Donc les limites d'un homme, c'est celles qui se donnent. Il ne faut pas se donner de limites. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il leur dit leur potentiel à chacun. Le potentiel de l'un, c'est pas le potentiel de l'autre. C'est le génie de Yaakov. C'est pour ça que c'est marqué, on dit au père, tu dois éduquer ton fils à le pied d'Arco, suivant son chemin, pas ton chemin. Tu ne dois pas éduquer ton fils à le pied d'Akecha, suivant ton chemin. Tu as envie qu'il fasse ça, tu dois faire ça. Moi, je suis agrégé de je sais pas quoi, donc tu te feras agrégé, tu feras des études, tu feras ça. Non, peut-être oui, si c'est souche, mais peut-être non aussi. Et le petit frère, ah bah t'as vu, fais comme ton frère, mais tu n'y arrives pas. Voilà, t'es sûr que il a déjà un pied vers la Pâque. D'accord. Après, tu lui dis, tu continues à lui dire, tu comprends rien. Ouais, c'est pas pour toi les études. Ah là, il a deux pieds, et puis il va commencer à fumer. Donc, après, le psy, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Jacob, il dit, c'est ça qu'il dit. Suivant sa bracha à chacun. Concrétise ton potentiel. Il voit le potentiel de la personne, il le bénit de ça. Donc l'enfant, il comprend que si le tzaddik, le gadolador, Yaakov, il l'a béni sur ça, alors c'est ce chemin-là. Alors on y va, parce que j'ai la bracha. C'est tout le contraire de plaquer une étiquette. Le fils, il travaille pas, c'est pas évident d'aimer les études, pas évident d'aimer aller à l'école. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Alors, oui, ceux qui aiment pas, en général, ils travaillent pas. Normal, tu travailles, tu t'investis dans ce que t'aimes. Un bon moré, il fait aimer la matière que il enseigne. Parce qu'une fois que l'enfant il aime cette matière, ben, il y va. Le bon moré, c'est pas le niveau qu'il doit donner. Bien sûr, ça vient en second, voire en troisième. Il faut d'abord aimer l'autre, faut aimer l'enfant. C'est le premier truc. Faut la pédagogie. Après, il faut aimer. La pédagogie, c'est faire aimer la matière. Parce qu'après, la personne, quand elle aime, ben, elle fait ses devoirs toute seule. Papa, t'as pas oublié le cahier de vacances de maths? Ah, pas mal, j'ai pas arrêté les maths pendant 2 mois, quoi. En France, il y a 2 mois et demi de vacances maintenant. J'ai appris. Le 15 juin, c'est déjà plus rien. 1er septembre, si le 1er septembre, ça tombe un vendredi, bah, ça sera le 5 septembre. Donc, le gars, il a 3 mois de vacances. Ah, papa, je peux pas, t'exagères, j'aime trop les maths. Non, le prof de maths, il a. Mais prenez des enfants, vous leur demandez les matières qu'ils aiment. Et après, tu dis sur les matières qu'ils aiment, t'aimes bien le prof? Vous êtes sûr et certain qu'ils te disent, ouais, j'aime bien le prof, c'est sympa. Matière qu'ils aiment pas, t'aimes bien le prof? Ah non, c'est presque absolu comme test. Donc, ça, c'est le Yaakov al-Birkato. Alors, regardez comme comme il y a des finesses extraordinaires. La Torah, elle est pleine de finesses. Il faut s'en imprégner. On a dit que Yaakov, il a refusé de quoi? Il a refusé d'enlever sa main. Mais c'est compliqué pour une personne âgée, malade, fatiguée, qui est dans ces derniers instants. Mettez les mains comme ça, voilà. Même nous, on est jeunes, en pleine forme. Ça peine un peu. Mais pas comme ça, mais comme ça, c'est facile. Tu tires pas sur les. Mais comme ça, quand même. Quand il peut dire gentiment, tiens, Ephraim, mets-toi là. Ménaché, mets-toi là. Ça, tout va bien. Il n'a pas voulu faire honte à Ménaché. Il y a 1 mètre. Ah, pas exagéré. C'est pas des. Tiens, change de place. Laisse ton frère se mettre à ma droite. Fais pas ça, Jacob.
comment il regarde la finesse de l'autre. Il regarde en fonction de. Il ne veut pas lui faire ça. Il ne veut pas lui faire faire un pas pour lui dire, t'es pas, descends de ton, vas-y, recule. Non, descends. Non. C'est ça qui me dit, laisse, il me dit à son fils. Non, je reste comme ça. Ça, c'est la finesse. Mais il y a marqué comme ça quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué que quand on déterminait quand est-ce qu'était le, le nouveau mois, à l'époque, il y a 2000 ans, il n'y a pas le calendrier. Le calendrier perpétuel il était fait en 358 de l'ère vulgaire, donc c'est-à-dire il y a 2026 ans, parce que vous savez qu'on est en 2026, messieurs. 2026 ans moins 358 ans, d'accord? Donc il y a 1700 et quelques, 1600 plutôt, ans, en 358 de l'ère vulgaire. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Hillel, qui est de la treizième génération du fameux Hillel Azaken, Beth Hillel Bet Shammai, 13e génération, tac, 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 tac. Et de cette 13e génération, ils ont décidé, pour les sages, qu'il fallait faire un calendrier perpétuel. Je ne sais pas si vous imaginez, la chorma, l'intelligence, il fallait avoir. Et depuis, on a le calendrier. Mais avant, comment ça se passait? Il y avait des témoins qui regardaient que la Lune elle venait de réapparaître et c'était le premier jour du mois suivant. C'est-à-dire qu'en fait, la Lune, elle est toute petite, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Vers le 15 à quelque chose près, le 15 du mois, elle est pleine Lune. Puis après, elle rediminue jusqu'à disparaître. Et quand elle réapparaît, paf, Rosh Chodesh. Et donc, on a besoin de témoins qui voient on a eu la Lune. Maintenant, il y avait des fois des faux témoins pour différentes raisons. On ne peut pas tout expliquer. Il y avait des faux témoins, il y avait des sectes qui voulaient troubler les temps, comme les Tsédoukim. Et donc, on interrogeait, bien sûr, et puis il y avait des erreurs possibles, on interrogeait les témoins. Et notamment, on leur disait, est-ce que le soleil, il était devant ou derrière la Lune? C'est-à-dire que tu as le soleil, et tu as, donc, la Lune, au départ, elle est toute petite, toute fine, on est d'accord? D'accord, la Lune, est-ce qu'elle est comme ça, elle apparaît comme ça, un petit morceau de Lune, comme ça, devant, comme ça, le Soleil, Lune, ou elle est derrière? C'est-à-dire le dos de la Lune, la Lune donne dos au Soleil, ou la Lune, elle est comme ça. Vous comprenez la question? Vous comprenez la question? Alors, le, s'il disait, pourquoi on leur posait la question? Parce que s'il disait, elle est comme ça, donc elle est face, on va dire, au Soleil, le Marclon. Témoignage nul et non avenu, c'est impossible qu'elle soit comme ça. Vous regarderez, des fois surtout le matin, le soleil commence à apparaître, vous voyez encore la lune. Ça va être le soir aussi. Facile le matin, parce que vous voyez vers l'est, vous savez que le soleil il est vers l'est, il y a un seul côté qui est éclairé. Même si on ne voit pas le soleil, vous savez qu'il est par là-bas. Et la lune, vous la verrez, si le soleil il est par là-bas, la lune, elle sera forcément comme ça. Si elle est comme ça, vous avez mal vu. Ouais. Chaque fois que je vois ça, je me dis, c'est incroyable ce qu'il y a dans la Torah. Tu verras jamais le soleil comme ça, la lune, le, le croissant de lune vers le soleil. C'est toujours dos au soleil. Et pourquoi? Que le Hu, il n'a pas voulu que le soleil
Avant, je vais vous dire autre chose. Vous verrez aussi euh, euh, la même chose par rapport à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous verrez la même chose par rapport à l'arc-en-ciel. Que c'est toujours le soleil au-dessus de l'arc-en-ciel. Si tu vois l'arc-en-ciel qui est comme ça, le soleil il est là. D'accord. Et tu peux pas voir l'arc-en-ciel et le soleil qui est comme ça. Le soleil là et l'arc-en-ciel comme ça, tu ne pourras pas. Le soleil il est au-dessus de l'arc-en-ciel. Toujours. Alors, il y a deux raisons différentes. C'est-à-dire, on va pas regarder pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est toujours dos au soleil. Pourquoi? Pour pas que les adorateurs du soleil disent que si jamais le soleil était face à l'arc-en-ciel, que les adorateurs du soleil disent le soleil a jeté des flèches dans l'arc-en-ciel et donc l'arc-en-ciel il se courbe. On est OK? Il reçoit des flèches et il se courbe. Donc le soleil est au-dessus. On ne peut pas dire ça. Mais on pourrait dire, pourquoi on ne dit pas la même chose pour la Lune? On pourrait dire la même chose pour la Lune. Donc je ne mets pas jamais la Lune, elle est comme ça. Le soleil est comme ça, et la Lune est comme ça. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne pour pas dire que le soleil, il envoie des flèches à la Lune. C'est une autre raison. C'est pour pas que la Lune, le défaut de la Lune, parce qu'en fait, elle est petite, que le soleil voit le défaut de la Lune, qu'elle voit qu'elle est petite. Quand elle voit comme ça, tu vois qu'elle est petite. Si elle voit comme ça, il ne sait pas. Peut-être elle est pleine. Vous comprenez? Dire qu'Hachem, ça veut dire que quand il y a les deux raisons possibles, les deux raisons possibles, la gloire d'Hachem, parce que la gloire d'Hachem, c'est que le soleil, il n'a pas de force. C'est-à-dire que le soleil, il a une force mais limitée. Il n'envoie pas des flèches. Donc ça, c'est la gloire d'Hachem. C'est juste un... il n'a pas de force. Ou alors, donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ou alors la honte de la Lune, qu'est-ce qu'on retient comme raison? La honte de la Lune qu'on va préserver. Qu'Akadosh Baruch Hu, il met dans sa Sainte Torah, il fait passer le kavod d'un tiers avant son propre kavod. Réveille Shalom. Vous avez compris? Il y avait deux possibilités de dire pourquoi la Lune est toujours dos au Soleil. Ou parce que si elle était comme ça, on pourrait dire qu'elle a reçu les flèches du Soleil. Ça, c'est pas honorifique pour la Lune, mais pour Hachem lui-même. C'est-à-dire que tu as un combattant dans le ciel. Ou tu peux dire le caveau de la Lune. Ça, c'est pas que le Soleil pense que la Lune, elle est diminuée. Elle, c'est juste un petit croissant. Quand elle tourne le dos, il voit pas, lui. Elle est peut-être entière. Je me dis, pour cette raison-là. Avant son propre caveau, il fait passer le caveau de la Lune. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, Rabotai. C'est cette, euh, c'est cette finesse-là. Et pour ça, il faut travailler. Et c'est très important de travailler, c'est très important d'étudier. Une fois, une histoire célèbre, une vraie histoire. Une vraie histoire, et vous connaissez, je crois qu'il s'appelle Ford, je crois qu'il s'appelait John Ford. Ford, la voiture. Pas très... ouais, Tesla, Porsche, on est dans le 16e. Bon, mais Ford, c'est solide aussi, c'est pas... Je sais pas si ça existe encore. Quoi. Donc, ce John Ford, euh, un capitaine d'industrie, comme on appelle ça, aux États-Unis, ça... OK. Un jour, il est 2 heures, 3 heures de l'après-midi, et il a déjà ses fils qui ont pris la relève, etc. Il a une semi-retraite. Ces gens, ils prennent jamais vraiment une retraite, mais puis voilà un jeune homme comme ça qui est en train de pêcher. Une vraie histoire. Une vraie histoire. Alors il dit au jeune homme, en pleine semaine, comme ça, au bord de la... Et il dit, bonjour jeune homme,
Si tu fais là, tu travailles pas. Je pêche. C'est agréable de pêcher. J'aime bien pêcher. Tout. Et, à ton âge, tu sais ce que je faisais? Non? Je m'appelle John Ford. Tu sais qui je suis? Ah oui, bien sûr. Impressionné. Bah, à ton âge, moi, je commençais je faisais des études, en même temps, je faisais du boulot, je faisais ça. Après, 3 ans après, j'ai commencé à... Il raconte toute la vie de John Ford, toute sa propre vie, etc. Après, j'ai racheté une autre société, une autre, j'ai enfin inventé construit ma voiture, des prototypes et des trucs, et j'ai investi, et les banques, et machin, tout ça. Et à chaque étape, le jeune homme il dit et pourquoi? Attends une seconde. Il continue. Et pourquoi? Mais attends une seconde, je te finis. Tac, et à la fin, il dit, tu vois, maintenant regarde, je suis là tranquillement, je me promène, je suis relax et tout. Il dit, ben moi, ça y est, je le fais déjà. Je n'ai pas besoin d'attendre que vous fassiez tout ça. Je n'ai pas besoin de faire tout ce que vous avez fait. Pour moi, je le fais déjà. Vraie histoire, il a dit comme ça. Il dit, bon, de toute façon, moi je suis en train de pêcher, vous êtes en train de marcher. On est en train de, si ça avait été un tunnel, il aurait dit, on est en train de kiffer tous les deux. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Donc, vraie histoire. C'est-à-dire qu'il a un certain bon sens, ce garçon. C'est sûr qu'il, s'il veut partir du monde comme ça, il ne pourrait pas le faire, alors que l'autre, il peut le faire. Mais si c'est ça le but, vous comprenez? Ah, c'est ça qui dit Issachar. Il a vu que le repos, il est bon. Et que le repos, il est bon. C'est-à-dire qu'il a vu que quoi? Qu'après 120 ans, ça, tu te reposes. Pas qu'il a vu que le repos, là, c'est bon, je pêche ou je fais comme John Ford, voilà, c'est bon. Donc, t'as bossé toute ta vie pour avoir le kiff de marcher le long de la rivière. Bon, bah, t'as pas besoin de faire tout ça pour ça. Et il a raison, le gosse. Mais c'est pas ça qu'il a vu. Issachar, lui, il a vu le repos après 120 ans. Mais ça se gagne. Et ce repos, ça se gagne comment? Ça se gagne en étudiant. Donc il a vu que le repos était bon, tout de suite, il a baissé la tête, il a baissé l'épaule pour qu'on charge. Et Sachar, c'est le symbole de l'âne. On dit ça, il le bénit en tant qu'âne. Pourquoi? Parce que l'âne, vous allez me dire, c'est marrant, il représente la Torah, on l'appelle un âne. Dans toute chose, il y a du bon. L'âne, ce qu'il a de bon, c'est qu'il est têtu. Il avance. Et tu l'as dit d'avancer, il avancera. Il a une charge, il s'en fiche, il avance. Dans le limoud et dans la vie, il faut avancer. Il faut avancer. C'est dur, mais t'avances. T'avances. Ça, là. Tu avances, tu fais la chose que tu dois faire. Si tu, si tu t'arrêtes au milieu, eh ben, t'as tout perdu. T'avances. Et c'est ça le principe. C'est pour ça que quoi? Et ça commence par quoi? Par une vision positive. Une vraie vision des choses. Il a vu que le repos était bon. Pourquoi il a vu que le repos était bon? Parce que son père, il lui a dit, toi, t'es un âne, c'est-à-dire t'es quelqu'un qui est tenace. Tu vas y aller jusqu'au bout. Et ça, c'est la qualité qu'il faut pour le limonade. Souvent, les gens, ils étudient un petit peu, ils disent, j'arrive pas, c'est compliqué, je parle pas l'hébreu, je parle pas de l'araméen, Rashi. Alors, on a de l'hébreu dans la Gemara, de l'araméen, de l'hébreu, mais avec un autre alphabet, écrit comme ça, en tout petit. D'accord? Euh, Ça se contredit, il y a plein d'opinions. Non, vas-y, avance, avance. J'ai pas le goût. Avance, tu vas voir. Avance, ça va venir. Tout s'apprend, tout s'apprend. Le goût s'apprend. Les gens le vin, ça s'apprend. J'ai appris récemment que
il y avait un métier qui s'appelle le nez. C'est les gens qui sentent le parfum. Je trouve ça très très intéressant parce que c'est quand même très fin, d'accord? Pour les parfums, quoi, Créer les des gens parfums. qui créent des parfums, ils font appel à des nez, d'accord? Moi, dans la vie, je suis un nez. D'accord. Mais il y a des études et tout. Mais c'est intéressant parce que c'est impalpable. Oui. Ça se palpe, ça s'attrape pas, quoi, tu vois. C'est c'est encore, c'est encore, c'est comme une idée, c'est une odeur. Vous comprenez? C'est assez impressionnant. Donc, ben, c'est la même chose. Il faut sentir les choses. Et l'odeur, c'est ça, tu t'habitues à tout. Tu t'habitues à le goût. Sûr qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas. Dites pas que la première fois que vous avez mangé du dame vous avez aimé. Sauf si vous êtes tunisien de naissance et qu'on vous a mis au biberon. Mais au début, même au biberon, tu vois le gosse, tu fais d'accord. Mais, mais après, il aime. C'est que c'est ça le principe. Heureusement, la bouteille, c'est dans les deux sens. On peut aussi aimer des choses qui sont pas bonnes. Et je finirai avec ça. Et c'est comme ça qu'il faut bien prévoir les choses. C'est pour ça que Yakov, il dit, c'est que du positif. C'est que en fonction du potentiel. C'est que en fonction de sa bracha. D'accord? Et c'est en fonction de ce qu'il y a dans la tête. Et on n'a pas répondu à la question. Et on va finir en répondant à cette question. C'est qu'on a dit que elle a commencé quand la galoute? L'asservissement. Il a commencé à la mort de Jacob ou à la mort de Lévi 60. Je pense que c'est 74 ans plus tard. En tout cas, c'est une dizaine d'années plus tard. Rachid se contredit. Il dit la paracha l'estomac ici, Vaïchi, elle est tout collée à Vaïgash, celle de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que les yeux du clan Israël et leur cœur, il s'est fermé à cause de l'asservissement. Quand tu reçois des coups, tu réfléchis plus. T'es plus. Mais pourquoi tu me dis alors? On a dit des années plus tard, on a annoncé l'année de décès, combien de temps il avait vécu Lévi, pour dire que c'est à partir de la mort de Lévi que l'asservissement a commencé. Parce qu'il y a deux asservissements. Le premier, celui de Jacob, c'est un asservissement juste spirituel, juste la donnée. Ils ont arrêté d'avancer, les Béné Israël. Ils ont commencé à sentir l'odeur des Égyptiens, même s'ils étaient dans le ghetto de Goshen. Ah, c'est pas si mal. Puis on s'assimile. Tu vois, tu vois ça des fois. Le père, le fils, ou le grand-père, c'est encore pire, des fois c'est incroyable. Le grand-père, le père, le fils. Le fils, le petit-fils, il est déjà out. Ouais, tu sais, je viens à Kippour parce que papa, Kippour, faut le faire quand même, quoi. Mais la dernière fois, j'ai vraiment soif. Quoi, il est déjà à l'ouest. Et le grand-père, lui, il ne boit pas une fille. Pourquoi? Parce que ça, si tu mets pas l'avant, si tu veux pas comme Issachar, t'avances et tu positives et tu fais grandir, et toi et ton entourage, ça glisse, et ça part. Et ça devient quoi? Les shikutsehem, nafsham chafetza. Je finis par ça, mais c'est fondamental. Shikutsehem, les choses, c'est un passo qui veut rien dire et qui veut tout dire. Rappelez-vous toute votre vie. C'est trois mots. Mais shikutsehem, les choses les plus écœurantes. Sheket, imagine ce que tu veux, quoi. Moi, c'est une araignée comme ça, grosse, velue. Ça, c'est. D'accord? Chacun son truc, chacun son. Ça, c'est les huîtres, ce que tu veux. D'accord? Je n'ai pas dit que ça me plaît, les huîtres, hein, attendez. C'est pas sur la fin d'année que ça y est, c'est fini. Les fêtes sont terminées, les huîtres. Je préserve. D'accord? Ça, c'est le sheket, par exemple. Nafesh, donc shikutsem, nafsham, ton être intérieur. Chafetzam le veut. Comme on dit, chafetz, chaim. Vouloir la vie. L'instinct de survie, la vie. Genre, c'est de l'argent, des fois c'est l'argent, des fois c'est le plaisir, des fois Rafetz, c'est ce que tu désires. Sheket, c'est ce qui te dégoûte le plus. Donc, vous comprenez bien que c'est deux. Donc, tu peux pas dire ce que ce qui te dégoûte le plus, ton être intérieur le veut, le convoite. Tu peux pas.
Ça n'a pas de sens, ces phrases. En fait, nos maîtres expliquent, non, c'était Sheketz. Et petit à petit, c'est devenu Chavetz. C'était dégoûtant pour toi. Les suites, c'était dégoûtant. Tu manges caché. Puis, t'as lâché un petit peu Cachereau, t'étais parti en stage 2 mois en Birmanie. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Je vais demander, vous avez du poulet Rothenberg? Le gars, il va te dire, je sais pas ce que c'est. Donc, à un moment, j'ai faim, j'ai pris ça, et puis la cacheroute, elle est passée à l'as, et puis un jour, puis un copain, finalement, je ne sais plus vraiment cacher, mais quand même pas les crustacés, puis un copain, il est venu, il a dit, ah non, les huîtres, c'était un truc, j'avais envie de vomir. Là, à force de manger n'importe quoi, je me suis un peu habitué, tac, tac. Et puis après, maintenant, c'est un grand spécialiste. Ouais, mets le citron avant. Non, il faut mettre un peu d'oignon, d'ail, le cuit à la. Je sais pas. D'accord, je sais pas. D'accord. Et voilà. Sheket, c'était Sheket, mais c'est dans les deux sens. Il y a des gens qui le disent, ouais, la religion, la Gemara, on sent. La Gemara, j'arrive pas, j'ai pas le goût, pas ceci. Je dis pas que c'est Sheket, mais finalement, tu prends un goûter, tu goûtes, et là, c'est dans les deux sens. Ça dépend comment tu vois les choses et la dynamique que tu as. Toujours une dynamique positive vis-à-vis de l'autre. Regardez la finesse des événements qu'on a vus comme un jour, même dans la création de la lune, du soleil, on tient compte de leur position pour pas qu'il y ait de vexation de l'un par rapport à l'autre. Alors, comme chacun, la plupart très nous, à notre petit niveau, un être humain qui a une conscience, la lune, Mystama, que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme conscience, ça, donc un être humain, ça, on sait qu'il a une conscience, on sait qu'il souffre quand tu fais quelque chose de négatif, et on sait qu'au contraire, tu peux l'encourager et le bonifier en faisant des choses positives. Qu'Hachem, il nous aide à mettre des mots justes dans notre bouche pour faire le bien autour de nous, encourager et soi-même progresser et se rapprocher de lui. Shabbat Shalom.